la fumée au-dessus de Lisbonne ne s'est jamais vraiment dissipée après la seconde capitulation. Les cendres dérivaient sur le Tage comme une neige grise, s'accumulant contre les balustrades salées et crissant sous les bottes qui ne défilaient plus en parade, mais en patrouille calculée. Des soldats, vêtus d'exosquelettes silencieux ou des baleines en polymère noir serrant leur torse, des bandes optiques d'un rouge cramoisi pâle se déplaçaient avec une précision d'insectes le long de l'Avenida da Liberdade. Ils n'étaient pas là pour être vus, ils étaient là pour s'assurer que personne d'autre ne le soit. Chaque balcon autrefois fleuri de géranium printanier abritait désormais un drone caméra vrombissant sur une tige en fibre de carbone, scrutant les mouvements interdits, les bouches prononçant des mots que le régime n'avait pas approuvés. Pedro Fernandez a appris très tôt que les mots étaient un handicap. Il n'avait aucun souvenir du son, une méningite lui avait volé l'ouïe avant même qu'il puisse prononcer sa première phrase. Pourtant, le silence l'avait sauvé. Lorsque l'occupation s'était durcie et avait donné naissance à ce que les Russes appelaient le protocole de gouvernance harmonieuse, un réseau de filtres captant chaque syllabe, chaque paquet, chaque impulsion de bavardage électromagnétique non autorisé, le silence de Pedro devint une armure. La ville autour de lui se remplissait d'un bruit parasite qu'il ne pouvait entendre et donc ne pouvait craindre. Tandis que les cafés se vidaient et que les murs criaient les directives de baryton d'acier du président éternel Poutine, sa conscience chevauchant une exocoque en titane quelque part sous la puissance ressuscitée du Kremlin, Pedro évoluait dans des couloirs de silence que lui seul habitait, apprenant à lire le tremblement de la terre ferme plutôt que celui de la voix. Sa mère l'appelait son don, son père, avant la conscription, la qualifiait de « langue secrète de Lisbonne ». Mais les dons avaient un but, et les langues secrètes avaient besoin de locuteurs. Le but est arrivé le matin où l'électricité a été coupée dans tout le Bairro Alto. Les écrans sont devenus noirs, les ascenseurs ont gelé, les vitres intelligentes ont volé en éclats sous l'effet de leurs propres données non métabolisées. Ce fut le matin même où le régime a déployé la couverture, un réseau orbital qui a recouvert l'Europe d'un seul ordre, faire taire l'air. Toutes les radios civiles ont brûlé, les antennes relais se sont effondrées comme des roseaux fanés, et les réseaux de fibres optiques se sont figés en sursauts électromagnétiques localisés qui ont fait vrombir les pierres elles-mêmes. Seules les clés de communication délivrées par le Kremlin ont survécu, et celles-ci se trouvaient à l'intérieur de véhicules blindés ou derrière des portes biométriques. Dans les quartiers où les voisins partageaient autrefois des ragots autour de bicas sans fin, le silence s'est transformé en famine. Les cellules de résistance qui prospéraient grâce au réseau Wi-Fi chuchoté et au podcast stéganographique se sont retrouvées amputées. Il a fallu 17 heures à la moitié d'entre elles pour mourir de cette cécité soudaine. Pedro comptait ses heures en battements de cœur. Il était assis par terre dans un appartement sombre, les bras autour de sa petite sœur Inès, ressentant les tremblements d'un monde dont le rythme cardiaque s'affaiblissait. Inès avait 7 ans, la joue humide contre son épaule, les larmes silencieuses car elle avait appris de son frère à pleurer sans un mot. Dehors, des drones araignées dévalaient les façades fissurées, arrachant les routeurs des murs comme des dents pourries. Lorsque le tremblement cessa, Pedro remarqua quelque chose de nouveau, la forme de l'immobilité. Le silence avait du poids, mais aussi du potentiel. Si l'ennemi écoutait les électrons et les phonèmes, ne lui donnait ni l'un ni l'autre. Donnez-lui un mouvement qu'il ne pourrait décoder. C'était la graine. Il testa l'idée cet après-midi-là, descendant dans la cour pulvérisée où les cordes à linge pendaient sous des draps gris cendrés. Au fond, la vieille Donna Teresa attendait, les mains arthritiques croisées sur un panier de pain de rationnement. Elle avait été danseuse au Cap-Vert, et malgré l'âge qui courbait son dos, ses doigts vibraient encore au rythme de la musique. Pedro apparut dans son champ de vision, leva les paumes et se mit à parler comme seul savait le faire dans le code hybride que son père lui avait appris, LIS, signe portugais, et ses propres improvisations de flexion et de glissement aux doigts. Je dois rejoindre la Rua da Prata. Pouvez-vous me montrer comment contourner les drones? Les yeux de Donna Teresa s'écarquillèrent, puis s'adoucirent. Elle répondit par des gestes fragiles mais précis, les drones scrutent les ombres thermiques. Passez entre lorsque le soleil se cache derrière la tour Ferrugem. Empruntez les ruelles qui sentent l'essence, leurs odeurs confondent l'infrarouge. Allez vite. La conversation a duré 16 secondes. Aucune caméra ne les a signalés. Aucun drone n'a suivi leur brève danse furtive. Aucun algorithme n'a analysé leurs gestes. À ce moment-là, Pedro comprit, le silence n'était plus une armure, c'était une épée. Les réseaux poussent comme le lierre silencieux, insistant, cherchant les fissures du mortier. Le réseau de Pedro a commencé avec 5 coursiers, lui-même, Inès, le grand homme capable de sprinter sur les toits comme un chat, Johanna à lunettes qui se souvenait de chaque recoin des égouts, et André dont le rire avant la couverture résonnait autrefois dans les couloirs de l'école, mais était désormais enfoui dans un sourire indéfectible.
il leur a appris son créole gestuel, le développant nuit après nuit, la main droite accrochée en S signifiait soldat, l'index tapait 2 fois sur la clavicule pour une réserve de munitions, la paume gauche s'abaissait pour un danger immédiat. Ils s'entraînaient sur les toits tandis que le clair de lune gravait des hiéroglyphes argentés sur leurs doigts. En quelques semaines, les brigadeiros, comme se surnommaient les chefs de la résistance lisboète, remarquèrent que les messages arrivaient plus vite que les drones ne pouvaient les rediriger. Les points de largage se stabilisèrent. Les réserves de nourriture se réapprovisionnèrent. Les cartes des cibles parvinrent aux saboteurs des heures avant que les patrouilles Exoframe ne se déplacent. Les messagers muets n'étaient pas seulement invisibles aux senseurs audio, ils étaient invisibles à la peur. Et comme chaque fenêtre fermée priait désormais pour des nouvelles, Némared le réseau silencieux s'étendit à Casquet, puis à Setúbal, puis vers le nord jusqu'à Aveiro, où les bateaux de pêche transportaient des conversations par-dessus la brise de l'Atlantique. Mais les réseaux engendrent des ennemis comme le lierre invite les cisailles. Le surveillant local du Kremlin, le maréchal Oleg Petrakov, importa un nouvel appareil, la cagoule de résonance. Installée au sommet des véhicules blindés, elle émettait des impulsions infragraves qui perturbaient le liquide de l'oreille interne, plongeant les victimes à genoux, prises de vertige. Silence radio, silence auditif, et pourtant, la cagoule forçait la reddition par la cochlée du corps. Les citoyens entendant s'effondraient, vomissaient, pleuraient. Pedro, immunisé contre les ravages sonores, arpentait les rues tel un fantôme parmi les morts. Cette immunité lui a fait voir une cible dans le dos. Par la première nuit brumeuse de novembre, alors que Pedro revenait d'une consigne sous l'ascenseur de Santa Justa, il trouva la porte de son appartement entr'ouverte, les gonds tordus. À l'intérieur, des chaises renversées, de la céramique brisée. Et l'absence. L'écharpe rouge d'Inès gisait dans l'embrasure de la porte, tachée d'une goutte de sang. Un symbole était griffonné au charbon sur le mur, l'aigle à 2 têtes serrant un circuit électrique, la marque de la division Zarya, le corps d'opération secrète personnel de Poutine. La panique s'abattit comme un cri silencieux qu'il ne pouvait exprimer. Mais le chagrin se transforma rapidement en résolution algorithmique. Il traça les empreintes de bottes, nota le motif des éclats de céramique, formation standard d'une brèche du département de la défense des États-Unis ou ironie du sort, cartographia l'écho de l'air déplacé qu'il ne ressentait que comme une pression sur sa peau. L'épreuve traçait une route, vers le sud, vers le quartier d'Alfama, où le régime maintenait un centre de réalignement cognitif, familièrement appelé le tamis. Ses amis le supplièrent d'attendre, de planifier son extraction. Mais les heures étaient des lames. Inès vivait à chaque instant à l'intérieur du tamis, des électrodes transformant l'innocence en obéissance. Pedro s'arma donc de ce que la ville lui offrait, un couteau de cuisine rouillé, une lampe torche à manivelle dont il réduisait le faisceau avec du ruban isolant, et le silence qui avait toujours été son allié. Il a laissé un seul message signé à Johanna, maintenez le net en vie. Si je ne reviens pas, brûlez le code émigré. La mer est notre parchemin. Puis il disparut dans les ruelles, une ombre parmi les ruines, rythmée par le balayage des lumières des drones. Le cœur de Lisbonne était la zone de plus forte suppression des signaux, dense en pylônes de brouillage et en émetteurs de résonance, dont l'horizon était sillonné de câbles à haute tension bourdonnant d'une menace inaudible. Aucun oiseau n'y nichait, aucune feuille n'osait s'y déployer. Les anciennes fractures sismiques s'élargissaient chaque année, comme si la Terre elle-même reculait sous l'occupation. Au cœur de la zone se dressait la citadelle Saorore, rebaptisée centre de suppression. Autrefois un château perché sur une colline, contemplant les couchers de soleil sur ses toits de terre cuite, il était désormais hérissé de lances de quartz qui transperçaient le ciel, transformant chaque appareil à 20 km en verre inerte. C'est là, disait la rumeur, que le proconsul portugais de Poutine conservait ses dossiers ou des sauvegardes papier créés en hommage paranoïaque aux techniques commerciales de la guerre froide. Et là, si les rumeurs étaient fondées, les prisonniers qui menaçaient le monopole des signaux du colonel étaient traités, leurs souvenirs passés au crible, leur volonté soudée. Pedro s'approcha sous un crépuscule épais, ayant mémorisé les orbites de patrouilles glanées au cours de semaines d'observation sur les toits. À chaque point d'étranglement, il marquait une pause, composant du bout des doigts des micro-prières, un geste vers Maë de Haga, l'ancienne gardienne des aqueducs de Lisbonne, et vers Allah des partisans inconnus du désert, et même vers des dieux qu'il imaginait à la crève, car dans un monde où les tyrans réutilisaient l'éternité, toute divinité compatissante envers les rebelles était la bienvenue. À l'intérieur de sa veste, sous la lampe torche, vibrait un morceau de feuille de cuivre pliée, gravé du code improvisé de Johanna. Inès a peut-être été transférée à l'abri 3. 8 étages souterrains. Accès principal par une trappe de fret sous la citerne.
L'abri 3 aussi, le code était exact, se trouvait directement sous les anciens réservoirs voûtés, désormais vidés et transformés en hangar à drones. Le plan de Pedro relevait davantage du désespoir que d'une conception délibérée: s'infiltrer pendant les changements d'équipe, désactiver l'antenne ou desservant le cadran sud, descendre par la trappe de fret, localiser sa sœur et s'exfiltrer par l'ascenseur de maintenance, dont on disait qu'il était inactif depuis le déploiement de la couverture. Un plan suffisamment risqué pour noyer une âme inférieure, mais l'âme de Pedro avait appris à nager dans le noir absolu. L'ascension de la crête de la citerne lui arrachait les paumes, la maçonnerie antique se fissurait sous le gel synthétique déposé par les ingénieurs d'occupation, laissant des éclats tranchants comme des rasoirs qui s'accrochaient à la chair. Au sommet de la crête, il s'écrasa derrière une gargouille dont le visage avait été érodé jusqu'à devenir anonyme. Il observait 2 gardes-corps marcher en contrebas, leurs exojambes sifflant des soupirs hydrauliques. Lorsque les nuages filèrent au-dessus de la demi-lune, effaçant la ligne de lumière, il se laissa tomber sans bruit sur une passerelle de maintenance, atterrissant dans l'espace entre les capteurs acoustiques. Il avait mesuré cet espace en comptant les cycles de drone pendant 12 nuits. Il sortit la lampe torche de sa ceinture et l'alluma 2 fois. Un faisceau faible. Suffisant pour analyser le faisceau de câbles alimentant le haut du cadran sud. La bobine maîtresse était vulnérable à la jonction entre le boîtier blindé et la maçonnerie vieillissante. Le couteau de Pedro n'était pas isolé, mais il ne touchait pas de cuivre sous tension. Il sectionnait le retour de fibre optique, un serpent noir plus fin qu'un cheveu. Un mouvement précis et la boucle de rétroaction du hood vacilla. Dans les quartiers sud, les citoyens ressentiraient un soudain équilibre, leurs oreilles libérées par la nausée. Cela pourrait leur redonner du courage avant l'aube. Cela lui a fait gagner 90 secondes avant que les sous-routines de redondance ne redirigent le signal. Il se glissa par la trappe de fret tandis que les klaxons commençaient à hurler aux des sirènes qu'il ne pouvait pas entendre, mais dont il ressentait la vibration dans les poutres rouillées comme des tambours de guerre dans ses os. Le vide s'élevait à 8 mètres d'une échelle rouillée. En bas, les ampoules du couloir brillaient d'une lumière infernale, clignotant sous les alarmes. Pedro s'adossa au mur, respirant lentement. Ses souvenirs lui rappelèrent la disposition supposée du crible, 3 coffres-forts encerclés par un ascenseur central, chacun divisé en cellules de détention. Il se déplaça, comptant les numéros de porte gravés en cyrillique soviétique. Coffre-fort 1, occupé par les baies de sédation. Coffre-fort 2, armurerie et stockage de données. Coffre-fort 3, rééducation des sujets. Le couloir qui y menait résonnait de pas lourds. 2 soldats en exosquelette avançaient, leurs fusils traçant des arcs de cercle d'une certitude mortelle. Pedro éteignit sa lampe torche, l'obscurité l'enveloppa. Il s'accroupit, cherchant du bout des doigts la fissure entre les panneaux muraux, la prise d'air du puits de service. D'une poussée, elle céda juste assez. Il se glissa à l'intérieur, recroquevillé contre les conduits chauds comme du sang, un voile de poussière le recouvrant. Les pas des soldats s'arrêtèrent à quelques mètres. Une botte heurta le panneau, mais pas assez fort. Il attendit le compte qu'il avait pratiqué pendant son enfance à cache-cache aux 30 battements de cœur. Les pas s'éloignèrent. Ramper dans le puits, c'était comme traverser la gorge d'un colosse agonisant, chaleur, crasse, gémissement lointain de regrets métalliques. Finalement, une grille s'ouvrit sur une chambre éclairée aux ultraviolets, aux murs tapissés de fresques de propagande des silhouettes héroïques agenouillées devant une imposante forme mécanique portant le visage coiffé d'une visière de Poutine. Au centre se trouvaient des cellules de verre, 4 cercueils debout, et à l'intérieur un seul, une jeune fille aux boucles brunes encadrant des joues trop pâles. Inès. Des halos d'électrodes couronnaient ses tempes, de fins tubes se faufilaient dans ses veines. Ses paupières battaient comme des rêves rapides. La poitrine de Pedro se serra, des années de stoïcisme pratiqué se brisèrent en un amour brut. Il courut à travers le carrelage, ignorant les caméras au pas le temps. Le couteau entre les dents, il força le boîtier de jonction à la base de la cellule. Des lignes codées par couleur laissaient échapper des données et des relaxants musculaires, les couleurs ne lui disaient rien, mais le câble le plus épais pulsait en vert pâle, les fonctions vitales. Il coupa d'abord les fils les plus petits, priant pour que les sécurités intégrées ne lui grillent pas l'esprit en représailles. Puis le loquet siffla, la porte s'ouvrit, Inès s'effondra dans ses bras. Ses yeux s'ouvrirent brusquement en confusion veloutée, puis reconnaissance. Elle signa faiblement, « Je te croyais fantôme ». Pedro pressa son front contre le sien, pas encore. Mais s'échapper exigeait désormais l'impossible, transporter un enfant sous sédatif à travers une forteresse se réveillant pour briser les alarmes, à travers une ville dont le ciel grouillait de drones, vers des alliés qui étaient peut-être déjà morts. Et pourtant,
l'impossible n'était qu'une autre sorte de silence attendant d'être maîtrisé. Une bouffée d'air froid comme l'azote siffla dans le couloir tandis que Pedro hissait Inès sur son épaule et se glissait dans le conduit de service. Des alarmes martelaient la paroi métallique de la citadelle, des stroboscopes cramoisis ricochaient sur les cloisons, transformant chaque ombre en un fantôme paniqué. Inès ne pesait pas plus qu'un cartable de manuel scolaire, pourtant chaque mètre d'échelle saignait les membres de Pedro. Il la déposa délicatement sur le sol crasseux et glissant d'un tunnel auxiliaire, pressa 2 doigts sur son cou, sentit le faible battement de son pouls. Les volets d'évacuation de la citadelle se mettaient en place avec fracas ou des mantelets blindés qui allaient bientôt souder les tunnels comme des sutures de plomb. Pedro alluma sa lampe torche, rétrécit à nouveau le faisceau et chercha le tampon d'inspection qu'il avait mémorisé, une plaque ovale gravée LX-183 au drain d'épreuve. Il la trouva 3 panneaux plus bas, cala son couteau sous le rebord riveté et fit levier jusqu'à ce que l'acier gémisse. Le panneau s'effondra vers l'intérieur, projetant une pluie de poussière et le musc terreux de la boue de la rivière. Le drain était en pente raide, l'eau stagnante lui arrivait aux genoux. Pedro noua une corde effilochée autour de la taille d'Inès, passa l'autre extrémité autour de sa poitrine et descendit à reculons, la laissant glisser derrière lui comme un paquet fragile. Les vibrations des sirènes les poursuivirent des ondes basses fréquences qui pulsaient à travers le béton comme un battement de cœur malin. À mi-ascension, un grondement sourd et violent fit trembler le drain, les volets s'étaient refermés au-dessus. La fuite était désormais sans issue. Ils atteignirent le carrefour où les eaux du Tage rejoignaient l'ancien égout. Pedro détacha sa corde, hissa Inès et huma l'air qui sentait les pièces oxydées et la saumure. Au-dessus d'eux, le clair de lune filtrait à travers une grille anti-tempête juste assez large pour 2 adolescents affamés. Les graffitis gravés par Thomas ou des ailes d'oiseaux encadrant un œil indiquaient que la grille était un lieu de rendez-vous sûr. Se fiant au code, Pedro cala ses épaules contre les murs opposés, grimpa comme une cheminée et poussa la grille de côté. Des mains soulevèrent Inès. Le regard de Johanna, aussi vif qu'une chouette, brilla dans l'obscurité, suivi par la silhouette filiforme d'André. Sans un mot, ils déposèrent Inès sur un brancard improvisé entre des tables de café renversées. Aïcha, le médecin algérien qu'ils avaient fait venir clandestinement des mois plus tôt, s'agenouilla près d'elle, la seringue déjà remplie d'atropine récupérée. Ses lèvres se formèrent 20 minutes avant qu'elle puisse bouger. Pedro hocha la tête, la poitrine haletante. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua que la ville était devenue étrangement immobile. Le cadran sud du capot de résonance était véritablement abaissé, pour la première fois depuis des années, l'air nocturne de Lisbonne n'apportait que du vent. Quelque part, des chiens aboyaient, lointains et confus. Les fenêtres grinçaient, des visages prudents observaient un silence plus alarmant que des sirènes. Pedro s'agenouilla près de Johanna et, les doigts tremblants, signa « Nous avons jusqu'à ce que nous passions outre ». Johanna répondit, le maréchal Petrakov vient de donner l'ordre de blocus. Des drones sur chaque pont au lever du soleil. André, accroupi au coin de la rue, tapotant un échographe reconverti, fronça les sourcils. La circulation le long de la rue Augusta était déjà bloquée. Il balayait de porte en porte. Pedro jeta un coup d'œil au visage déconfit d'Inès, à l'échymose qui s'épanouissait sous son œil gauche, et ressentit une vague de détermination. Il signa « On ne peut pas se cacher. On coupe plus profondément. » Ils s'installèrent au Cardo Maximus, un hall romain souterrain redécouvert après le tremblement de terre de 30 ans. Des maçons résistants avaient renforcé le tunnel avec des poutres de rail récupérées, accrochant au plafond de faibles bobines bioluminescentes des gènes de varech fusionnés à des algues, alimentées par l'eau stagnante de la rivière. C'est là que se réunissaient les brigadeiros, anciens professeurs, data scientistes déserteurs, techniciens de théâtre en haillons qui recablaient désormais des missiles au lieu de projecteurs. À la vue d'Inès sur une civière, les discussions s'enlisèrent. Le capitaine Duarte, un œil remplacé par une lentille en saphir fissuré, s'appuyait sur une canne fabriquée à partir de rotors de drone. La ville retenait son souffle, Pedro. Quoi que tu fasses, tu atteindrais Evora et peut-être même au-delà. Les doigts de Pedro fendirent l'air en guise de réponse, Johanna s'adressant à ceux qui n'avaient pas appris le code. Le nœud est paralysé, mais la redondance rétablira la moitié de sa capacité en quelques heures. Nous devons intensifier nos efforts ou voir le net s'éteindre. Un silence s'installa. L'espace d'un instant, seul le ruissellement de la condensation et le doux bourdonnement des lumières des algues ponctuèrent le vide. Puis Echa s'éclaircit la gorge. J'accédai au schéma du tamis tout en interrogeant les signes vitaux d'Inès. Il y a plus.
Elle projeta un holo granuleux sur un mur humide, un plan de réseaux neuronaux entourant une icône intitulée Passerelle quantitative du réseau mental ONE-Sintra. Les yeux écarquillés. La conspiration du MindNet n'était qu'une rumeur, un programme visant à capter la bande passante cognitive des jeunes captifs pour l'alimenter en IA anti-insurrectionnelle du Kremlin. Escha évoqua la légende, des seuils de capacité, des cycles programmés de siphonnage d'ondes et un slogan glaçant en russe bureaucratique, le sommeil est un don à la mère patrie. Ils l'ont gardé là-bas parce que ces schémas cérébraux étaient optimaux, a expliqué Escha. Les enfants comme Inès deviennent des antennes. Lorsque le réseau atteindra une masse critique, la couverture sera omniprésente dans toute l'Europe occidentale. Le capitaine Duarte lança un juron. Alors décapitons Sintra. Thomas, les joues maculées de suie par la reconnaissance précédente, secoua la tête. C'est le territoire du palais. Triple périmètre, champ de mine et la ligne ferroviaire de Purga gardée par des exogoliaths. Les mains de Pedro gesticulaient avec une fureur fluide. Nous franchissons le périmètre en silence. Des coursiers guident les équipes de sabotage. Frappez le noyau quantique pendant que la ville se remet encore de l'échec de Hood. L'aube est notre fenêtre d'observation. Les visages se tournèrent vers Duarte. Le vieux capitaine observa Pedro, comme s'il mettait en balance la détermination d'un garçon silencieux et l'infrastructure de fer d'un empire. Finalement, il dit, nous suivons le héros sourd. Sintra au lever du soleil. Les préparatifs se déroulèrent avec la précision d'un orchestre sans chef d'orchestre. Johanna dessina au crayon des itinéraires d'infiltration sur des calques transparents collés sur des azulégeaux centenaires. Thomas et André récupérèrent des charges électromagnétiques filoguidées dans des bombes à vide non explosées. Escha coda des scripts d'autodestruction dans des aiguilles de données en céramique des pointes déguisées en plumes de stylo-plume, chacune chargée de bombes logiques pour corrompre le micro-logiciel du réseau neuronal. Pedro, quant à lui, était devenu un fleuve en mouvement, il enseignait aux coursiers de dernière minute les développements cruciaux du lexique des signes, calibrait les éblouisseurs optiques, distribuait des pastilles de charbon pour masquer le CO expiré. Lorsqu'il s'arrêta pour boire, le regard d'Inès croisa le sien désormais alerte, ses iris reflétant le tremblement des torchets. Elle signa avec une grâce hésitante, j'ai vu des plans à l'intérieur de Sièvres. Le réseau mental pulse toutes les heures à travers les rails de fibre optique sous la fontaine du palais. Là, le système saigne la mémoire. Pedro l'embrassa sur le front, luttant contre le tremblement de sa gorge. Reste avec Escha. Si nous échouons, porte le filet par-delà la mer, Inès lui serra le poignet, une promesse silencieuse, lourde comme le destin. L'équipe s'est déplacée à minuit. 10 coursiers ont formé un losange décalé autour de 3 saboteurs Pedro, Thomas et le capitaine Duarte, tandis que Johanna et Escha se coordonnaient depuis le bunker de Cardo grâce à des relais visuels, des miroirs polis diffusaient des codes dans les ruelles, des volets de lanternes clignotaient des sémaphores qu'aucun algorithme ne pouvait déchiffrer. Ils traversèrent le Tage, déguisés en convoi funéraire, une barge rongée par la rouille, chargée de sarcophages dérobés dans une exposition abandonnée d'un musée. Des drones hexagonaux planaient au-dessus d'eux, scrutant les signatures thermiques. À l'intérieur de chaque sarcophage, un coursier était levé entre des couches de millard réfléchissant, le rythme cardiaque ralenti par un entraînement à la respiration. Pedro et Thomas gisaient côte à côte, couteaux serrés sous leurs côtes, leurs poumons gorgés de l'air du cercueil imprégné d'épices d'embaumement. À la gare de Beira, la barge s'amarra sous des arches criblées de balles. 2 sentinelles s'approchèrent, de jeunes conscrits aux silhouettes exotorsales mal ajustées, bâillant sous des visières givrées. Le capitaine Duarte sortit le premier, sa canne frappant les pavés avec une solennité ecclésiastique. Il présenta de faux documents attestant des décès dus à la peste à Alcantara. Tandis que les gardes examinaient les scellés, une messagère sur le quai fit 2 mouvements du poignet, champ d'interférence stable. Le pouls de Pedro ralentit. Les documents ne résisteraient pas à un scan biométrique. Il compta les battements de cœur, 1, 2, 3, puis relâcha son souffle tandis que le garde le plus proche leur faisait signe de passer, marmonnant des bêtises bureaucratiques. Au-delà du poste de contrôle, des coursiers sortaient de leur cercueil, secouant leurs membres crispés. Le cortège funèbre se mêlait aux rangées de chariots de réfugiés qui avançaient lentement vers Sintra, où le programme de relocalisation du Kremlin envoyant des artisans dans des laboratoires de fabrication forcée. Un brouillard enveloppait la route, un cadeau de l'Atlantique qui brouillait les profils thermiques. Thomas avançait à grands pas le long des toits, effectuant des sauts de parcours avec un équilibre félin. Tous les quelques mètres, il gravait des symboles à la craie pour les porteurs à la traîne, sur 20 mètres, angle mort de la caméra, laser de déclenchement en avant. Pedro suivait les glyphes,
guidant le groupe à travers des vergers d'agrumes qui ne portaient plus que d'écosses flétries, leur terre végétale irradiée par le raté du dernier missile d'interception de l'OTAN. Ils approchèrent du champ de mines extérieur à 4h03. Le sol scintillait faiblement sous la lumière des étoiles où des plaques de pression incrustaient telles des gouttes de rosée maligne. Le capitaine Duarte dévoila un appareil récupéré d'un vieux sonar de sous-marin, réglé pour détecter les variations de densité métallique. Lui et Thomas tracèrent un chemin sinueux marqué de gouttelettes de cire de bougies fondues. À mi-chemin, un hibou surgit d'une fontaine fissurée, battant des ailes comme le tonnerre. Un coursier tressaillit, son talon heurtant une assiette avec un léger claquement. Pedro plongea, tirant le garçon dans un fossé tandis qu'un geyser de terre explosif s'élevait vers le ciel. Des éclats d'obus hurlèrent au-dessus de sa tête, la secousse sonique frappa la poitrine de Pedro. Lorsque la poussière retomba, un cratère fuma à l'endroit où le pied du garçon avait posé son pied. Il fixa le vide, intact, les sanglots étranglés dans sa gorge. Pedro fit signe d'avancer. Le choc se transforma en obéissance. Ils avancèrent. Sur le mur rideau intérieur, des projecteurs creusaient l'obscurité. Thomas sortit un prisme de millard réfléchissant, l'inclinant de manière à renvoyer des fusées éclairantes vers les tours, éblouissant les capteurs optiques tout en ne laissant apparaître que la nuit réfractée. Dans cet instant d'éblouissement, Pedro se glissa jusqu'au pied du mur, attrapa un ascendeur et escalada. Les doigts écorchés, il escalada le parapet, et égorgea une sentinelle solitaire avant que l'exosquelette de l'homme n'ait pu émettre des cris de détresse. Du sang fumait sur le marbre plus vieux que l'Empire. Du haut du parapet, Pedro fit un geste, monter. Un à un, messagers et saboteurs s'élevèrent, leurs silhouettes se rassemblant en rébellion sur la pierre ancienne. Le palais de Sintra ne ressemblait plus à la fantaisie des arches mauresques autrefois plébiscitées par les touristes. Des pylônes renforcés enserraient ces tours pastel, les reliant à des antennes paraboliques qui projetaient du cobalt sur la stratosphère. Au centre de la cour s'ouvrait la fontaine des larmes, un bassin désormais asséché, dont les tuiles fissurées avaient été remplacées par un iris d'acier scellé sur le conduit du réseau mental. L'équipe de Pedro s'installa à l'ombre d'une étayée fossilisée par la guerre chimique. Le capitaine Duarte distribua des aiguilles en céramique. Le verre codé des chats attendait d'être inséré dans le coupleur de fibres primaires, 15 mètres plus bas. Thomas hissa une charge à impulsion froide, fabriquée à partir de condensateurs de Relguin vidés, programmés pour exploser 10 secondes après la corruption des données, un délai suffisant pour leur permettre de battre en retraite avant que les boucliers IEM du palais ne grillent toutes les synapses à portée. Le timing était serré comme du boyau. Duarte souleva le panneau d'iris, révélant un puits luminescent s'ouvrant vers l'abîme. Pedro se porta volontaire pour la première descente. La logique était simple, si le puits abritait des capteurs, que le garçon sourd attire leur tir. Il descendit en rappel dans une pénombre turquoise, les pieds effleurant des câbles qui vibraient comme des tendons de dragon. Au fond, un noyau circulaire brillait de disques concentriques, chaque anneau étant constellé de conduits d'hélium liquide. Au cœur, un tronc cristallin à un alliage translucide veiné de nerfs photoniques et émettait des pulsations gamma. Une pancarte indiquait « Connexion au-dessus du silence ». Pedro localisa le coupleur principal, un cylindre anodisé or recouvert de givre. Il maintenait l'aiguille dans sa main gauche, tandis que la droite comptait jusqu'à Thomas à l'aide de remorqueurs. 3, 2. Un impact fit trembler le puits. Au-dessus, des cris étouffés, des coups de feu saccadés. La corde tressauta, la ligne fut coupée. Pedro enfonça l'aiguille, la faisant tourner jusqu'à ce qu'une diode verte clignote. Mais le succès avait un goût de cendre, sans corde, il grimperait sur des câbles recouverts de condensation sous un feu ennemi inconnu. Des pas résonnèrent au-dessus de lui, descendant rapidement. Il s'écrasa contre un conduit, couteau dégainé. Un soldat s'effondra aux visières noires, exosquelette bourdonnant. Pedro frappa, la lame ricocha sur le polymère. Le soldat le frappa du revers de la main, des étoiles explosèrent derrière ses yeux. Il roula, glissant vers un puits de liquide de refroidissement béant. Du talon gauche, il attrapa un outil détaché ou une clé dynamométrique isolée et le frappa dans l'articulation du cou du soldat. Des étincelles jaillirent, la visière vola en éclats, l'homme fut pris d'un spasme et bascula dans le liquide de refroidissement, se congelant instantanément dans une brume glaciale. La mâchoire de Pedro palpitait, une odeur cuivrée lui inondait la bouche. Il tendit le cou vers le ciel au plus de poursuivants pour l'instant. Il fit signe de faire exploser en allumant 2 fois la lampe torche dans le puits. Au-dessus, Thomas avait dû voir, la charge à impulsion froide bourdonnait. Pedro courut vers une échelle d'accès, grimpant tandis que des stroboscopes ambrés éclairaient le moyeu.
5 mètres plus haut, la charge explosa. Une sphère blanche et silencieuse s'épanouit, faisant imploser les circuits dans un éclair de lumière glacée. Pedro sentit le froid lui mordre la plante des pieds, même à travers ses bottes. L'énergie s'éleva en cascade, les gaines des conduits craquèrent comme des glaçons. Il s'enfonça dans le chaos, des ondes statiques crépitèrent dans les haut-parleurs du palais, les tours lancèrent des étincelles qui scintillèrent comme une neige maléfique. Il émergea dans la cour et vit l'enfer. Des exogoliaths encerclaient la fontaine d'imposants robots bipèdes de 12 mètres de haut, équipés de canons rotatifs pivotants. Thomas gisait affalé, le torse transpercé par les balles des canons automatiques. 2 coursiers traînaient le capitaine Duarte, la jambe sectionnée au genou. Johanna était agenouillée près du capitaine, les mains couvertes de sang noir. Au-dessus du carnage, un holo-étendard scintillait sur un mât, le visage chromé de Poutine, un hublot rougeoyant. Une voix stridente et omnidirectionnelle résonnait dans la cour, un portugais teinté de fer slave. Enfants de Lisbonne, voyez le prix de l'insolence. Déposez vos couteaux, et la mère patrie vous adoptera peut-être. Pedro souleva le prisme tombé de Thomas et l'orienta vers les projecteurs du mât. Les rayons réfléchis calcinèrent les capteurs du Goliath le plus proche, ses canons s'agitèrent, les balles déchirant la maçonnerie du palais. Dans la confusion, Johanna lança une mine sous son axe de genou. La détonation cisailla les pistons des jambes, le méca s'effondra, écrasant les opérateurs de drones accourus en renfort. Mais d'autres s'avançaient sous les arcades une marée infernale. Petrakov lui-même marchait parmi eux, son exo-armure plaquée d'un noir miroir, sa visière ornée de l'aigle bicéphale. Il aperçut Pedro, le pointa du doigt. 2 mechas changèrent de cap, la foudre dans leurs pas. Pedro fit signe de retraite par le mur nord, espérant que les messagers survivants le remarqueraient. Il esquiva une fusillade, roula derrière une statue de Camo décapité et scruta les issues. Brèche du mur nord, ils y avaient glissé des charges pour l'exfiltration, mais des déclencheurs à distance se trouvaient dans la poche de Thomas, à 20 mètres de la mort. Une messagère à proximité, Isabelle, âgée d'un accent grave, peine 14 ans, rampa jusqu'à Pedro et lui enfonça un détonateur de la taille d'une main dans la paume. Il comprit qu'elle avait dû emporter des dispositifs de secours. Leurs doigts se frôlèrent, une étincelle de courage humanisé. Il actionna le détonateur. Le mur nord explosa vers l'extérieur, dans une floraison de pierres antiques. Au-delà, la forêt brumeuse l'appelait, un labyrinthe de rochers moussus où les exogoliaths trébucheraient tels des géants aveugles. Pedro fit passer Johanna, Duarte, Isabelle et les 4 derniers messagers par la brèche, les coups de feu piquant l'obscurité derrière eux. Il jeta un regard à Thomas, où le corps du garçon à moitié enseveli sous les décombres, le visage paisible comme s'il dormait sur une plage. Le chagrin lui serrait la poitrine, mais il le remit à plus tard, la survie exigeait un vide intérieur. Ils s'enfoncèrent dans la nature nocturne de Sintra. Les pins craquaient sous les rafales de l'Atlantique, répandant des odeurs de résine qui masquaient le sang et la cordite. Au loin, les tours du palais clignotaient d'un magenta épileptique, le réseau mental agonisant. Pourtant, des transmissions cryptées jaillissaient des armures ennemies telles des frelons furieux, la poursuite ne faiblissait pas. Le capitaine Duarte, palme et lucide, saisit l'avant-bras de Pedro. « Tu as frappé le géant, Rapa. L'Europe ressentira cette secousse. » Pedro signa, la voix étranglée par la traduction de Johanna, pas assez. Mainnet a dormi, pas mort. Il faut porter le coup de grâce, diffuser le soulèvement avant qu'ils ne corrigent leur réseau. Duarte parvint à esquisser un sourire écumant. Alors, volons leur voix, donnons-la aux silencieux. Devant, la forêt s'ouvrait sur les rails fantômes de la ligne Purgao, des rails scintillant sous les aurores boréales des nœuds blanquets défectueux. Quelque part sur ces rails se trouvait un train de maintenance qu'ils pouvaient détourner, une ligne de fibre optique qu'ils pouvaient corrompre, et un pylône de transmission que Petrakov ne pourrait pas fermer avant l'aube. Derrière eux, des projecteurs balayaient les arbres. Les mechas hurlaient, la cime des arbres craquait. Pedro ajusta sa prise sur la clé dynamométrique, sa seule arme maintenant que le couteau gisait brisé dans le manche. Il se tourna vers les survivants et fit un signe de la main, « Courez avec moi ». Ils couraient, silhouettes englouties par l'obscurité argentée, vers un seuil où le silence s'enflammerait comme le tonnerre. Les rails de la ligne Purga scintillaient tel un ruban de mercure se déroulant à travers des ravins encombrés de pins, chaque traverse cernée de givre qui craquait sous les bottes de Pedro. Les messagers survivants Isabelle, Rui, Martha et Eduardo, aux membres maigres, arpentaient son chemin en coin, leurs pas synchronisés avec les contes murmurés par Johanna. Le capitaine Duarte, délirant après la perte de sang mais refusant une civière,
s'appuyait sur l'épaule de Pedro, la lentille saphir de sa prothèse oculaire scrutait sans cesse la lisière des arbres, cataloguant chaque scintillement susceptible d'être celui d'un drone. Au-dessus, les nœuds de Blanquet en ruine émettaient encore des aurores boréales errantes aux des voiles magenta déchirés qui ondulaient dans le ciel hivernal tels des pétales arrachés d'une blessure cosmique. Ils marchèrent 1 heure avant que le premier hurlement ne brise le silence. Ni un chien, ni la sirène oscillante d'un drone, mais le gémissement des bouches d'aération d'un Goliath purgeant la chaleur de son moteur. Des lumières illuminaient la forêt derrière eux, les cèdres explosaient en pluie d'aiguilles. Pedro aboya un ordre silencieux, « Dispersez-vous, montez sur les rails ». Le groupe sauta sur le ballast, courant le long de l'artère ferrée vers le dépôt de maintenance repéré sur les plans volés de Johanna. Le dépôt se dressait au fond de la gorge suivante, un dédale de postes de manœuvre au toit rouillé, partiellement effondré sous les éboulements causés par le séisme. Une seule structure restait intacte, un château d'eau cylindrique dont le réservoir avait été transformé en antenne. Ancré en dessous trônait une locomotive de maintenance, un capot carré et bas, peint de graffitis de tournesol, d'une gaieté inouïe dans la pénombre. Le fantôme de Thomas s'agita dans la mémoire de Pedro, tournesol était son indicatif. Il ravala son chagrin et sauta sur le marchepied. À l'intérieur de la cabine, les jauges dormaient sous la poussière. Rui, dont le père avait conduit des marchandises avant la couverture, se glissa dans le siège du conducteur. Il réveilla la console avec un pack de démarrage de batterie de voiture, agitant ses doigts sur les boutons comme un pianiste ressuscitant un concerto. Après 3 quintessentiels, le moteur repartit en trombe, exhalant des volutes qui sentaient le diesel coupé à la résine de pin. Isabelle grimpa sur le toit, déroulant le câble d'une bobine de fil de cuivre. Elle l'ancra à un vieux macaténaire, puis à un amplificateur de signal de fortune qu'Echa avait fourré dans leur sacoche. Des éclairs claquèrent au-dessus de nos têtes, les projecteurs effleurèrent la crête tandis que les Goliaths surgissaient des arbres. Martha claqua la portière de la cabine et fit signe, « Allez !» Rui donna un coup sec à l'accélérateur. Les roues mordirent l'acier glacé, des étincelles jaillirent. La locomotive s'élança en avant, tel un bœuf de métal traînant son troupeau blessé dans la nuit, tandis que des balles traçantes enflammaient le ballast derrière elle. Les heures se transformèrent en vibrations, le battement du moteur diesel, le vent qui fendait les joints de la cabine, les éclats occasionnels du sémaphore d'Eduardo depuis la trappe d'observation. Il relayait les codes miroirs de Johanna qui s'élevaient depuis des tours de guet cachés, les nœuds de couverture de Lisbonne se déconnectaient un à un, des émeutes sporadiques à Almada, les travailleurs du port de Porto en grève. Des cellules de résistance, enhardies par l'échec de Mainnet, s'activaient. Mais sans un signal unificateur, ces étincelles risquaient de s'éteindre sous les talons des bottes mécanisées. Le capitaine Duarte toussa des gouttes de sang sur un chiffon, mais continua à dicter les itinéraires. Prochaine jonction, après les tunnels, arc vers la liaison montante du Douro, les Russes y hébergent un réseau optique, reliant les liaisons descendantes des satellites au réseau terrestre ibérique. Il pointa un doigt tremblant vers la carte. On détourne le réseau, on fait passer notre émission par leur propre réseau stellaire. On donne à l'Europe un rugissement silencieux qu'elle ne peut étouffer. Johanna déballa les dernières aiguilles en céramique d'Echa. Ces charges transportent le verre fracture, un codec adaptatif qui transforme la vidéo gestuelle en direct en rafale basse fréquence que les filtres de la couverture qualifient à tort de télémétrie géologique. Nous diffusons une cascade d'instructions en langue des signes, comment désactiver les nœuds OUD, comment neutraliser les optiques Goliath, comment transformer les imprimantes de rationnement en perturbateurs d'impulsion. Elle regarda Pedro. Tu mèneras le courant. L'ennemi a bâti son empire sur des décrets verbaux. Nous l'abattrons avec une vérité muette. Pedro sentit le poids peser sur ses épaules, lui, qui n'avait jamais entendu de discours, allait prononcer le discours le plus crucial du siècle moribond de l'Europe. Il hocha la tête une fois. L'aube teintée d'un abricot pâle la serra d'Omarao tandis que le train s'engageait dans le premier tunnel de montagne. À l'intérieur, l'air scintillait de suie de charbon, perturbé par des années d'inactivité. Rui réduisit les gaz, les étincelles s'apaisèrent. Eduardo activa un amortisseur électromagnétique récupéré dans un laboratoire d'IRM désaffecté, masquant leur profil au drone jusqu'à leur apparition près de Peso d'Arega. À mi-chemin des 4 km de la ligne, la locomotive vibra. Les freins d'urgence grincèrent, tout le monde fonça brusquement en avant tandis que les wagons se mettaient en portefeuille. Les feux de position révélèrent une barricade de wagons de minerai devant, délibérément déraillés. L'estomac de Pedro se glaça, un sabotage trop précis pour être aléatoire. Des projecteurs flamboyaient derrière eux, la colonne de poursuite de Petrakov avait anticipé l'attaque du tunnel. Les moteurs rugissaient,
les transports de troupes déversaient des fantassins de choc en exosquelette, préparés pour le combat rapproché. Les rebelles disposaient d'environ 4 minutes. Isabelle grimpa sur le toit et dégaina un pistolet anti-drone, un groupe de lentilles qui lançait des micro-ondes stroboscopiques chaotiques. Elle visa vers le tunnel, les stroboscopes déchirèrent l'obscurité d'éclats kaléidoscopiques, perturbant les viseurs ennemis. Martha et Eduardo renversèrent des caisses, formant un rempart improvisé. Johanna enfonça une aiguille en céramique dans le tronc de communication de la locomotive, initialisant fracture. Des LED vertes parcoururent le tableau de bord, 60 secondes pour s'allumer. Pedro traîna Duarte derrière les déflecteurs du moteur, pressant de la gaz sur le garrot du capitaine. Le sang coulait. Duarte saisit l'avant-bras de Pedro. « Je vais les ralentir. Ils veulent le cœur du net, ne le leur donnez pas », il manipula maladroitement un détonateur relié à des charges explosives autour de sa taille. Pedro secoua violemment la tête. Des larmes brouillèrent le monde. L'unique œil vivant de Duarte flamboyait. Les héros meurent, les légendes résonnent. Tuer l'écho, Rapa. Avec une force née de sa conviction, il repoussa Pedro, puis boitilla vers la barricade, sa canne claquant comme un marteau de juge. Pedro hurla silencieusement, frappant du poing sur l'acier, mais Johanna le tira en arrière. Fracture prête dans 10 minutes. Des explosions se succédèrent, Duarte déclenchant les mines que Thomas avait posées sur le ballast quelques heures plus tôt. Les flammes rugirent, aspirant l'oxygène, des ondes de pression projetèrent les soldats ennemis contre les murs. Pourtant, les Goliaths continuèrent leur progression, leur blindage marquant les parois du tunnel comme des griffes d'ours dans l'écorce. La sacoche de Duarte explosa dans un éclair final aveuglant, des ondes de choc vomirent poussière et os. Les dalles du plafond s'effondrèrent, scellant la moitié de la colonne sous les décombres, mais un Goliath fonça à travers le bûcher et la fumée, ses pattes de tungstène déchirant les débris. L'éblouissant d'Isabelle surchauffa, la lentille se fissura. Elle lança l'arme comme une lance, elle rebondit inutilement sur la visière du Mecha. Pedro sortit une fusée éclairante d'un kit de secours, alluma une lueur de magnésium et la lança sur les actionneurs des articulations en Y du Mecha, la peinture thermique cloqua, mais le blindage résista. Le Goliath leva ses canons rotatifs. Un souvenir primitif refit surface, la faiblesse de Hood face aux vibrations. Pedro s'empara de la boîte à outils de Johanna, attrapa 2 scies vibrantes, les actionna au couple maximal et en plaça une sur chaque rail. Les lames sifflèrent comme des ultrasons, le métal trembla, produisant une résonance harmonique qui ondulait le long du ballast. Les stabilisateurs du méca interprétèrent mal le grondement tectonique, les gyroscopes tournoyèrent dans tous les sens. Les jambes s'écartèrent, les canons pulvérisèrent le plafond au lieu des rebelles. Une dalle de roche, fissurée par l'explosion de Duarte, succomba, écrasant le Goliath dans un tonnerre de granit. Le silence revint, rompu seulement par le compte haletant de Johanna, fracture compilée. Elle écrasa l'accélérateur, la locomotive vacilla sur les wagons brisés, les moteurs gémissants mais obéissants. Ils jaillirent du tunnel dans l'aube aveuglante. Derrière eux, la montagne scellait leurs morts et leurs poursuivants. La liaison montante du Douro s'élevait au sommet d'un plateau où des vignobles en terrasse s'étendaient autrefois couleur émeraude vers le fleuve. Aujourd'hui, des vignes carbonisées se dressaient telles des rangées de doigts squelettiques agrippés au ciel. Au sommet du plateau se dressait la tour de la Trinité, une flèche tripartite en alliage qui semblait plus mature que construite, ses facettes reflétant le soleil telles des bannières de guerre dorées. Les rebelles abandonnèrent le train à un embranchement envahi par la végétation, descendirent les talus et rampèrent à travers les vignes jusqu'à ce que la clôture de sécurité de la tour se profile. Martha sortit des coupes-boulons en polymère, ils se faufilèrent dans l'enceinte quelques instants plus tard, se faufilant entre les tourelles antipersonnelles endormies après les perturbations de la nuit dernière. À l'intérieur du module de base, les serveurs bourdonnaient sous des conduits accordéons. Eduardo brancha le 9 fracture sur une fibre optique nommée Moskva 1. Johanna raccorda un enregistreur holographique à un support de plafond, rétroéclairé par des puits de lumière brisés qui projetaient des traînées d'aube sur le sol. Pedro entra dans le cadre. Des grains de poussière gravitaient autour de lui, illuminés comme de minuscules galaxies. Rui leva 3 doigts en direct dans 3, 2. Il respira des souvenirs, les doigts arthritiques de Donna Teresa dansant, Thomas sautant par-dessus les toits, les petites paumes d'Inès dessinant des questions d'espoir. Puis il se mit à parler dans cette langue sans souffle, ses mains tranchantes, recourbées, s'élevant. Son histoire se déversa, comment la couverture étranglait les voix, comment le silence se transformait en solidarité, comment même les sourds pouvaient manier le tonnerre. Tandis qu'il signait, la voix off de Johanna chuchotait pour les entendants,
tandis que Fracture transcodait chaque geste en impulsion sismique qui se propageait sur le spectre de la tour, transportant des châles de télémétrie vers des satellites en orbite reconvertis à l'insu de leurs propriétaires du Kremlin. Les données explosèrent à travers 11 fuseaux horaires en moins de 9 secondes, se propageant par l'intermédiaire de récepteurs secrets dans les lofts de Varsovie, les catacombes de Paris, les mines de sel ukrainiennes où les partisans se retranchaient encore, et même outre-Atlantique, dans les Hackspace de Brooklyn où les descendants d'exilés décryptaient les données sismiques et pleuraient. Pedro passait de l'histoire aux instructions, des schémas dessinés dans l'air, comment submerger les nœuds avec des tuyaux d'eau accordés frappant des fréquences de résonance, comment saboter les jambes de Goliath en désynchronisant leur gyroscope avec des aimants récupérés sur des rotors de drones, comment camoufler les messagers du réseau de signes sous un camouflage thermique tissé de millard et de laine. Chaque mouvement de ses doigts devenait un plan, chaque pause, un tambour de ralliement. Il ne regardait jamais la caméra, son regard était fixé au-delà, comme s'il s'adressait à l'Europe elle-même. 20 minutes plus tard, le cri d'Isabelle rompit sa transe. Elle se trouvait devant une trappe de toit, les jumelles lui blanchissant les jointures. Des hélicoptères ennemis aux 2 rotors Berkut et une forteresse volante appelée Doroga filaient vers le plateau, leurs traînées de condensation telles des vipères hargneuses. Johanna envoya le signal de coupure. Rui chinta le dernier paquet de données avec une graine de somme de contrôle qui se répliquerait via les réseaux homologues pendant les 48 heures suivantes. Fracture terminée, signa Teil, la sueur perlant sur sa barbe. Pedro expira, réalisant que ses poumons brûlaient. L'espace d'un instant, le triomphe réchauffa ses os glacés, puis les rotors tonnèrent au-dessus de sa tête. Les Berkut laissèrent tomber leurs cordes de rappel, les commandos de Zarya glissaient comme des glaçons noirs vers le camp. Doroga pivota, ses fusils ventraux exposant des grappes de fléchettes. Petrakov en avait fini avec les ordres de capture, c'était l'extermination. Eduardo arracha un panneau mural, révélant une échelle descendant dans des canaux de citernes oubliés sous le plateau. Martha lança des bombes fumigènes, des nuages de phosphore emplirent le couloir tandis que les rebelles se laissaient tomber dans des puits souillés d'algues. Ils pataugèrent dans l'eau jusqu'aux chevilles dans des tunnels en pente qui débouchaient dans un ravin creusé par le Douro il y a des siècles. Au-dessus, des fléchettes déchirèrent le verre des tours, les serveurs crachèrent des étincelles comme des chandelles romaines. Le mât de l'antenne se replia en une couronne de flammes, mais Fracture s'était déjà enfui dans les terres. Au fond du ravin, les rebelles s'arrêtèrent, haletant au milieu des ronces. Pedro regarda en arrière, la tour de la Trinité n'était plus qu'un squelette effondré de poutres en fusion se découpant sur le soleil matinal. La fumée montait vers le ciel tel un drapeau noir de victoire volé au prix d'un lourd tribut. Johanna lui toucha l'épaule. L'Europe t'a entendu. Regarde. Elle lui tendit un bracelet connecté à un réseau spectral. Sur la carte, des nœuds rouges à la couverture clignotèrent un à un, remplacés par des symboles verts, des plateformes de messagerie indépendantes jaillissant comme des bourgeons printaniers à travers le béton. Des sous-titres défilèrent en 20 langues, Lisbonne debout, Varsovie libre ce soir, Berlin, tonnerre silencieux, Paris, les cœurs parlent avec les mains. Pour la première fois depuis qu'une méningite lui avait volé l'ouïe, Pedro avait l'impression de sentir le rugissement d'une foule où des millions de personnes vibraient à travers la croûte sous ses pieds. Mais l'écho de la victoire a eu une réplique. Le réseau de Perse est allumé avec un signal de détresse prioritaire provenant d'Aïcha depuis Lisbonne, Inès est saine et sauve, mais le réseau de repli de Blanquet s'active. Le Kremlin lance une frappe orbitale de classe MIR pour anéantir entièrement le Portugal en cas de perte du contrôle du réseau mental. 6 juin, schéma de trajectoire prédisant des tiges thermobariques depuis l'espace d'ici 6 heures. Pedro sentit son estomac se nouer. Ils avaient déclenché une révolution, mais provoqué l'apocalypse. Isabelle articula un juron. Rui frappa du poing dans la boue. Martha murmura, nous avons troqué nos chaînes contre l'extinction. Les yeux de Johanna s'écarquillèrent. Pas si on sectionne le cerveau. L'encre de conscience de Poutine, la coquille souveraine se trouverait, paraît-il, sous le bunker Clérigo de Porto. Si on la détruit avant le déploiement des tiges MIR, le lancement sera interrompu, les protocoles d'IA orbital interdisent les frappes sans pilote après la décapitation du Capitole. Porto se trouvait à 120 km à l'ouest. Des gardes, des champs de mines, des loyalistes du régime interposés. Ils avaient une demi-douzaine de rebelles, des munitions en baisse, un réseau de communication paralysé et, pour seul carburant, le tic-tac du génocide imminent. Pedro, les épaules carrées, bordé de bouts de rivière, signait avec une fermeté de fer, ensuite, nous prenons Porto. Il regarda vers l'est, où le soleil baignait le Douro comme de l'or liquide, puis vers l'ouest, où les nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus des toits lointains.
Dans ce couloir d'ombre et de lumière, il sentit la ville, le continent, peut-être le monde, attendre le courage des sans-voix. Il fit signe aux messagers de se rassembler, paume vers le bas, selon le geste qu'on leur avait appris des mois auparavant dans la cour de Donna Teresa, en avant, silencieux et sans peur. Ils avancèrent, escaladèrent les parois des ravins, disparaissant dans des bosquets en terrasse où s'agitaient maintenant les villageois hissant des bannières improvisées aux mains dessinées, doigts déployés comme des ailes. Au loin, les cloches des églises se mirent à sonner, leurs coups portés par un vent qui sentait à la fois la fumée et l'espoir. Pedro resserra la sangle de son fourreau de couteau vide, de nouvelles lames, de nouveaux chants muets. Devant lui attendait la carapace souveraine d'un despote persuadé que la longévité résidait dans l'acier et les données. Devant lui attendait l'occasion de prouver que la voie la plus authentique de l'humanité pouvait être le silence aiguisé jusqu'à la résolution. Il se mit à courir, entouré de messagers, Johanna à ses côtés, et derrière l'aube sonna enfin comme le début de quelque chose d'autre que la peur. Le brouillard venu de l'Atlantique s'infiltrait dans les rues fermées de Porto tel un poumon, exhalant une saumure sur les toits calcinés par des tirs d'artillerie à moitié oubliés. L'aube s'était déjà réduite en cendres derrière un ciel de fer, le peu de lumière qui filtrait semblait couleur rouille, aigre. Pedro et son équipe Johanna, Isabelle, Rui, Martha et Eduardo évoluaient sous ce voile de nuages, tels des intrus dans un rêve figé, leurs bottes grattant les trottoirs en mosaïque jonchés de tracts de propagande. La ville était soumise à un confinement organisé, depuis l'arrivée des troupes de choc du Kremlin 4 ans plus tôt. Chaque façade était hérissée de capteurs intelligents, des haut-parleurs de la taille d'une amphore, fixés aux lampadaires, répétaient des slogans préenregistrés dans un portugais lent et synthétisé, l'harmonie est un devoir. Parlez peu, obéissez souvent. Ces voix résonnaient dans les avenues désertes. Pourtant, derrière les fenêtres grillagées, Pedro apercevait des silhouettes agitant leurs doigts dans l'air aux petites signatures pressantes du salut du réseau silencieux. La révolution les avait devancés ici. Il sentait son pouls à chaque pas de porte où des symboles à la craie s'épanouissaient comme des fleurs nocturnes. Ils suivirent un itinéraire confectionné à partir de 3 cartes volées et de la mémoire impeccable de Johanna, la rua de Santa Catarina, le long du café majestique criblé de balles, où un piano à queue solitaire scintillait à la lueur des bougies, à travers les étals squelettiques du marché de Bolao, parfumé d'orange pourri, puis vers l'ouest, dans le quartier des ecclésiastiques, où la flèche de la Torre dos Clérigos perçait une lance noire dans les nuages. Sous cette tour baroque, profondément enfouie sous les os granitiques de Porto, se trouvait le bunker que les habitants appelaient au berceau le berceau. Les registres officiels l'appelaient Clérigo Data Sanctum 0 à 9, mais des rumeurs insistaient sur le fait qu'il abritait la coquille souveraine, le sarcophage cybernétique contenant la conscience numérisée de Poutine, relié par intrication quantique à des avatars distants à travers l'Europe occupée. Si la coquille mourait, les réseaux de commandement s'effondreraient, si les réseaux s'effondraient, les tiges automatisées de classe MIR qui se dirigent actuellement vers la Terre depuis une orbite basse s'effondreraient également. L'entrée du berceau se cachait dans les catacombes de l'église. 2 semaines plus tôt, une sacristaine nommée Sœur Mariana avait fait sortir clandestinement des plans gravés sur des hosties. Ces plans guidaient maintenant Pedro à travers une crypte jonchée d'effigies de saints dont les yeux de marbre laissaient des traces de rouille sur leurs joues décharnées. Rui localisa la plaque d'interrupteur déguisée en crochet d'encensoir, Isabelle désactiva le lecteur biométrique avec une bobine de fil de cuivre trempée dans de l'azote liquide, gelant les capteurs suffisamment longtemps pour falsifier la séquence rétinienne d'un garde mort, stocké sur une puce flexible. La dalle glissa sur le côté, exhalant un air stérile aux odeurs d'ozone et d'antiseptique. Ils descendirent une gorge en spirale creusée à même la roche. Des bandes LED projetaient des halos de sodium qui accentuaient chaque ombre. À mi-chemin, Martha s'arrêta pour installer des charges mortelles au point d'étranglement prévu à cet effet. En cas d'échec, au moins, les poursuivants partageraient leur tombe. Le couloir aboutissait à une porte blindée. Une caméra à visière les suivait avec une patience reptilienne. Johanna, le front perlant de sueur, connecta une sonde de données, la charge utile compagnon de fracture, Echo Mirror. Elle alimentait la caméra en boucle, filmant un couloir vide, tout en masquant les détecteurs de mouvement à l'intérieur. La porte s'ouvrit avec un bruit métallique. Au-delà s'étendait une galerie d'horreur, des capsules de biostase alignées comme des graines dans une ruche, chacune contenant des enfants captifs connectés à des boucles de rétroaction REM. Des diagrammes holographiques au-dessus de chaque capsule déroulaient une télémétrie neuronale, les mêmes rubans d'ondes cérébrales qui autrefois asservissaient Inès. La rage transformait les doigts de Pedro en griffes. Johanna lui toucha le bras. D'abord, on enlève la carapace. Ensuite, on les libère. Il hocha la tête, la mâchoire raide, et continua. Le puits principal s'abaissait encore de 20 mètres.
À sa base s'étendait le sanctuaire, une chambre circulaire dont les murs semblaient faits d'obsidienne, des lignes de circuits en or pulsant comme des artères. Au centre se dressait un trône-cercueil en alliage éblouissant, transparent à première vue, mais scintillant de glace fractale dont la lueur cobalt se faisait sentir à chaque pic des fonctions vitales de son occupant. À l'intérieur, suspendu dans du gel, flottait ce qui ressemblait autrefois à un homme, un crâne enrobé d'un treillis de carbone, des veines remplacées par des conduits lumineux, un thorax blindé de côtes de titane superposées. Au sommet du berceau crânien, un casque optique projetait des cascades spectrales dans des nuages de réalité augmentée tourbillonnant au-dessus, chaque nuage représentant un nœud de l'IA d'occupation de l'Europe. Un homme mince, vêtu de la tenue de maréchal, montait la garde, Oleg Petrakov, les yeux jaunis par l'insomnie, son exotorse luisant comme de l'onyx poli. Il les avait finalement battus à Lisbonne. Un fusil d'assaut élégant, mat, à accélération par rail reposait dans ses mains. Lorsque les rebelles sortirent du couloir, il ne le leva pas. Il se contenta de sourire, d'un sourire mince comme une blessure, dénué de chaleur. « Vous, les enfants, vous avez accompli quelque chose de magnifique, dit-il dans un anglais teinté de fumée baltique. Vous avez réveillé le cadavre du continent pour un dernier spasme. Mais vous méconnaissez la gravité. La Russie domine désormais le ciel. Dans une heure, des lances de fer tomberont. Votre émission depuis la tour était brillante vraiment. À une autre époque, j'aurais offert des bourses. » Pedro s'avança en signant. Johanna traduisit, « Arrêtez la grève. Transportez le fantôme de votre maître aux oubliettes. Nous en avons assez de saigner pour les tyrans. » Petrakov pencha la tête. « Vous croyez que détruire cet obus stoppe les ogives? Le système de sécurité est en orbite, pas ici. Coupez le lien et les tiges se dirigent par défaut vers des cibles présélectionnées. Lisbonne, Porto, Madrid. Les radiations mettront fin à ce que les chars ont commencé. Tuez-moi, tuez-le, rien ne change les mathématiques. » Isabelle leva néanmoins son arme. Petrakov soupira et actionna la sécurité de son fusil. « S'il vous plaît. Vos balles risquent de m'égratigner. Elles n'entameront pas le destin. » Il fit un mouvement du poignet. Des recoins du sanctuaire, 2 micro-Goliaths surgirent plus élancés que leur version de champ de bataille, chacun pas plus grand qu'un bullmastif mais 4 fois plus mortel. Des canons rotatifs émergeaient de leurs épaules blindées, tournoyant comme des moulins à prière. L'instinct rugit. Pedro se jeta sur le côté tandis que les balles pulvérisaient la porte. Isabelle plongea derrière une console, Rui retourna une capsule de confinement pour se mettre à l'abri, Martha déroula un garrot électromagnétique fin comme un fouet et s'élança au loin. Eduardo se connecta à un port du sanctuaire, ses doigts parcourant le code. Des coups de feu déchiquetèrent les circuits en or, des étincelles ruisselèrent comme une pluie de métal fondu, perturbant la lumière ambiante jusqu'à ce que la chambre scintille d'une obscurité stroboscopique. Dans ce chaos, Pedro rampa sous la ligne de tir du micro-Goliath, le souvenir du camouflage sonique résonnant dans son crâne. Il plaqua un disque de scie vibratoire sur le sol poli et le fit tourner, une secousse sismique se propagea, perturbant les gyroscopes des robots. Leur visée fut faussée, des balles perdues percutèrent la coque du sarcophage, provoquant de violentes pulsations de gel. Johanna saisit l'occasion. Elle lança une dague en céramique, un scalpel de chirurgien collé à une charge magnétique sur le nœud optique du Goliath le plus proche. La lame s'enfonça, la charge explosa, brisant les capteurs dans un nuage d'éclats d'émeraude. Le robot paralysé pivota, ses canons fendant les plaques du plancher jusqu'à ce que ses pattes se bloquent et qu'il bascule. Martha enroula le garrot électromagnétique autour de son cou, tira et arracha le câblage. Le deuxième robot pivota vers elle, ses canons vrombissant. Rui hurla un avertissement, sauta de sa couverture et plaqua Martha sur le côté tandis que des fléchettes lui transperçaient le bras. Il grimaça, mais la traîna derrière une nacelle. Pedro fonça tête baissée sur le robot, glissant sous le canon et bloquant le disque de scie contre son servomoteur. Le cri ultrasonique fit vibrer les boulons, le plaquage se fissura. Il arracha une lame de sa botte, le dernier acier façonné par Thomas, et l'enfonça dans un câblage exposé. Un arc électrique lui parcourut la main, brûlant la chair, mais le robot convulsa, ses moteurs se grippant, de la fumée s'échappant des articulations. Il s'effondra dans un soupir métallique. Le silence s'abattit. Les rebelles haletaient au milieu des ruines où crépitaient encore les circuits électriques mourants. De l'autre côté de la salle, Petrakov resta impassible. Il applaudit une fois, lentement et ironiquement. Exemplaire. J'aurais dû vous promouvoir. Isabelle fit feu.
l'exotorse de Petrakov absorba la balle dans un coup de tonnerre de gel ablatif. Il riposta, son épaule explosa de rouge, la projetant sur le côté. Pedro chargea, son couteau à une main en main inversée. Petrakov anticipa et frappa Pedro du bout des fesses au sternum. Il perdit son souffle. Le maréchal pointa son fusil sur le crâne de Pedro. Derrière une console, Eduardo cria « Commande de rupture de liaison dans 10 secondes ». Les yeux de Petrakov s'écarquillèrent. Il recula vers le sarcophage, son museau balayant le visage de Pedro. « Dis-lui d'avorter, sinon je te liquéfie le cerveau. » Pedro toussa du sang et fit un signe tremblant, « Fais-le ». Eduardo frappa la rune, « Entrez ». Toutes les lumières s'éteignirent. Les circuits dorés s'éteignirent, le gel à l'intérieur du sarcophage écuma tandis que les pompes à liquide de refroidissement vibraient. Au-dessus, la tapisserie de nœuds de réalité augmentée s'effondra, tel un miasme, en une spirale de zéro. Un gémissement subsonique traversa la pierre, un gémissement fantomatique. L'essence numérique de Poutine sentit sa laisse se rompre. Petrakov hurla, non pas de rage, mais d'une profonde terreur. Il tira sur Édouard, les balles ricochèrent tandis qu'Eduardo se baissait. Johanna sauta par-dessus une console et enfonça un pied de biche dans la carcasse du fusil. L'arme s'enraya. Petrakov la frappa du revers de la main, ses os craquèrent, elle s'écrasa au sol. Le chaos prit une forme sauvage. Martha sprinta, les membres flous, enroulant le garrot autour du servomoteur de Petrakov. Rui, en sang, s'appuya de tout son poids sur le câble, forçant le bras à reculer jusqu'à ce que les servomoteurs s'écrasent comme des scarabées agonisants. Petrakov donna un coup de tête à Rui, le sang gicla. Pedro se releva sur ses jambes engelées et vit le couteau de Thomas encore visible sur le robot mort. Il le libéra d'un coup sec, traversa le sol en courant et sauta sur le torse de l'exorique de Petrakov. Il poignarda les coutures entre le polymère et la clavicule humaine. Des étincelles et du sang jaillirent. Petrakov hurla, frappa, mais la poigne de Rui et le garrot de Martha le clouèrent au sol. Des deux mains, Pedro enfonça la lame dans la visière de Petrakov. Le marshal convulsa, du liquide hydraulique gicla, il s'effondra, l'exorique tressaillant. Le silence, rompu seulement par des gouttes de liquide de refroidissement et une respiration difficile. Eduardo rampa jusqu'à la console du sarcophage. Le cœur neuronal de Shell entre en panne de cascade. Mais le protocole orbital est toujours actif. J'ai relevé 8 barres MIR en approche finale. Sans la commande centrale, ils sont passés par défaut à la carte de la dernière cible. Isabelle, serrant sa blessure, gémit, alors Porto meurt encore? Non. Johanna se redressa en titubant, la lèvre fendue, les yeux brûlants. On leur donne de nouvelles coordonnées, fosse atlantique profonde. Les tiges vont plonger dans l'abîme. Les sourcils d'Eduardo se froncèrent. J'ai besoin de vecteurs cibles. On a quelques minutes. Pedro s'agenouilla près de la visière fissurée du sarcophage. À l'intérieur, le visage mécanique de Poutine oscillait entre rage et panique, ses neurones se contractant tandis que des boucles de code à sécurité intégrées cherchaient une autorité de commandement désormais disparue. Pedro posa sa paume sur le gel et sentit de faibles vibrations qui auraient pu être les derniers battements de cœur du tyran. Il ferma les yeux, forma un adieu invisible. Puis il récupéra le fuseau de données du casque optique, le libéra au tourbillonnant de clés de chiffrement latentes. Il le lança à Eduardo. En 60 secondes, Eduardo et Johanna cartographièrent les coordonnées de la tranchée, falsifièrent leurs données biométriques et injectèrent de nouvelles trajectoires de vol. Les fenêtres de confirmation clignotèrent en rouge, puis en vert. Trajectoire acceptée. En orbite basse, 8 tiges MIR ont effectué une rotation microscopique, ont orienté leurs propulseurs et ont viré vers l'ouest, en direction de la dorsale médio-atlantique. L'impact est prévu dans 13 minutes. Mais le bunker était en train de mourir. Sans liquide de refroidissement, les réseaux quantiques surchauffaient, les alarmes incendie hurlaient, les joints du plafond dégoulinaient de résine fondue. Ils libérèrent les enfants des capsules aux 23 âmes au regard vide dont les cauchemars résonnaient encore. Martha les transporta 2 par 2 en haut de la spirale tandis que Rui, son bras gauche inutilisable, découplait les servomoteurs des portes pour maintenir les voies de sortie dégagées. Isabelle assurait un tir de couverture lorsque les tourelles automatisées s'allumaient de façon malveillante. Au sommet des marches de la crypte, le sol de l'église vibrait et des explosions retentissaient à l'extérieur. Les régiments loyalistes avaient encerclé Clérigo, ignorant l'échec orbital. Leurs mortiers renversaient des statues, les vitraux éclataient en kaléidoscope.
Pedro rassembla les villageois qui affluaient des ruelles, brandissant toutes sortes d'armes, du couperet de cuisine au fusil à fléchettes qu'il avait capturé. Les messagers du réseau silencieux les guidaient avec des drapeaux lumineux verts pour un itinéraire sûr, rouge pour la lueur des tireurs d'élite. Johanna sortit la dernière en titubant, à moitié tirée par Pedro. La place était devenue un véritable tourbillon, les Russes tiraient depuis des véhicules blindés de transport de troupes, les habitants chargés au milieu des décombres. Pourtant, à travers le vacarme et la fumée, on percevait un changement tectonique, chaque citoyen avançait avec une assurance qu'il n'avait jamais connue, obéissant à des signaux manuels qu'aucun algorithme ne pouvait brouiller. Une polyphonie de silence surpassant les coups de feu. Tout là-haut, la première tige émière fila au-dessus de nos têtes telle une comète blanche, descendant non pas vers des cibles terrestres, mais vers le néant océanique. Les hommes s'arrêtèrent au milieu du combat pour contempler le ciel, le souffle coupé. Quelques secondes plus tard, une deuxième, une troisième, puis 5 autres comètes traversèrent la voûte nuageuse, leurs queues incandescentes. Elles disparurent à l'horizon. Aucun coup de tonnerre ne suivit, seul le silence d'un avenir reconquis de justesse. Les soldats russes l'ont constaté aussi. La confusion a perturbé leur discipline de tir, certains ont baissé leurs fusils, d'autres ont crié dans des unités de communication inactives. La hiérarchie de commandement, déconnectée de l'autorité des obus, s'est effondrée comme un pont privé de sa clé de voûte. Pedro saisit l'instant. Il sauta sur le socle effondré d'un sein, les mains levées. Projecteur, lampe bourdonnante, devanture de magasin en feu, chaque scintillement convergeait vers lui comme si l'univers encadrait son portrait final. Il commença à signer. Aucun traducteur ne le rejoignit, il n'en avait pas besoin. Des milliers de personnes connaissaient désormais cette langue, enseignée dans des caves secrètes, sur des toits, sur des terrasses de vignes. Nous n'avions pas d'oreilles, alors il pensait que nous n'avions aucun pouvoir, déclaraient ses doigts, se découpant sur la poussière illuminée par le feu. Nous n'avions pas d'armes, alors il pensait que nous manquions de courage. Mais nous avions de la volonté, et cette volonté guidait nos mains pour façonner une liberté qu'aucun tyran ne pouvait déchiffrer. Tout autour, des mains se levèrent pour lui faire écho aux celles des enfants, celles des aînés, et même les doigts tremblants d'un conscrit capturé dont les larmes traçaient des stries sur ses joues noires de suie. La place scintillait d'une forêt de déclarations silencieuses, chaque geste étant la strophe d'une épopée collective. Les commandants de lignes russes, privés d'ordre, rendirent les armes aux civils. Certains tombèrent à genoux, d'autres s'éloignèrent simplement, abandonnant leurs fusils comme des pots de mue. Quelque part, une cloche sonna d'abord la tour des Clercs, puis Sao Bento, puis la cathédrale C, jusqu'à ce que la ville vibre de gorges de bronze exhalant des siècles d'espoir refoulés. Des ondes sonores parcoururent la poitrine de Pedro, même si ses oreilles ne pouvaient les percevoir, il ressentait les cloches comme des vibrations, comme des battements de cœur amplifiés. Inès apparut, sautant à travers les décombres, les joues striées de terre, les yeux brillants de soulagement. Elle se jeta sur Pedro. Il la rattrapa, pivota, ses larmes se mêlant à la poussière jusqu'à ce que sa vision se brouille et se transforme en une aube aquarellée. Les jours qui suivirent entrèrent dans la légende plus vite que les historiens n'avaient le temps d'aiguiser leurs plumes. Partout en Europe, des réseaux de couverture s'éteignirent sous l'effet de soulèvements citoyens coordonnés par le réseau silencieux. Les ports ouvrirent, des flottilles de volontaires transportèrent de la nourriture sur des rivières dévastées. À Varsovie, des banderoles en langue des signes drapèrent le palais de la culture. À Paris, des enfants dessinèrent à la craie des alphabets sur le champ de Mars. À Berlin, des groupes de hip-hop sourds se produisirent sous la porte de Brandebourg, leur rythme transposé par des caissons de basse en une poésie sismique. Des tribunaux internationaux se sont réunis, des chefs de guerre exoframes ont été inculpés, des capsules biotechnologiques ont été transformées en salles de récupération médicale. Les restes de la coque souveraine ou une dentelle neurale fusionnée et inerte ont été brièvement exposés dans un musée de Genève avant d'être descendus dans un forage si profond que même la mémoire humaine ne pouvait les extraire. Pourtant, pour Pedro, le véritable monument de la Révolution se dressait sur la place du commerce reconstruite de Lisbonne, une sculpture en bronze représentant deux mains en plein signe, paume vers l'extérieur, doigts écartés dans le geste signifiant parler sans un mot. La plaque indiquait, dans toutes les langues et sur une bande braille en dessous. Le silence était notre épée. À la mémoire de ceux qui ont crié sans voix, saigné sans témoin, rêvé sans permission. Et en l'honneur d'un garçon qui a appris à un continent à écouter avec son cœur. Le jour de l'investiture, Pedro se tenait aux côtés d'Inès, Johanna, Isabelle le bras en écharpe mais souriant, Rui avec un nouveau membre bionique, et Martha accueillant autour de sa jupe une volée d'enfants rescapés. Les drones bourdonnaient, diffusant leurs images vers un monde enfin éclairé.
Un journaliste s'est penché vers Pedro et lui a demandé ce qu'il ressentait. Il leva simplement les mains, signant la première phrase qu'il ait jamais apprise, « Je m'appelle Pedro, et j'entends le monde à travers ma peau. » La traductrice commença à parler, mais Pedro lui toucha le coude. Aujourd'hui, le monde traduisait de lui-même. À l'unisson, la foule leva les mains, répétant ces mots, et la place s'épanouit dans un silence chorégraphié, si tonitruant que même le vent s'immobilisa. Dans ce silence, Pedro sentit la vibration d'un million de battements de cœur résonner comme des cloches de cathédrale sonnant tout en même temps. Il ferma les yeux, laissa l'écho le traverser et comprit que la paix, comme le langage, n'était pas un son, mais un choix rendu visible lorsque les mains refusent de rester inactives.